Donc bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette 80e rencontre Un endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale parcours d'écrivain et nous avons la joie de recevoir Roland Brival et il sera interrogé pour la première fois par Frédérique Deguelt, si elle veut bien nous rejoindre, je pense qu'elle va arriver. Donc voilà, déjà la 80e, Roland, on est ravis de vous avoir pour cette occasion-là. Je crois que Frédérique arrive, voilà. Avant de vous laisser converser, je vais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions à Roland par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet Converser qui se trouve en bas et je reviendrai vous les poser à la fin de la rencontre. Je vous dis à tout à l'heure et puis je vous souhaite une belle rencontre. Merci Nathalie. Bonsoir Roland, je suis absolument ravie de vous accueillir dans cet endroit où aller, où je devine que nous allons aller dans un endroit où il ne faut pas aller peut-être ce soir. Voilà. Vous êtes à la fois un écrivain connu ou pas connu. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire que je suis un écrivain mystérieux, très connu de sa maman et d'un certain nombre de gens de son voisinage. Vous n'êtes pas qu'écrivain d'ailleurs, vous êtes aussi musicien, vous êtes peintre, vous avez fait des marionnettes. Oui. Racontez-nous un peu d'où ça part, un peu ce parcours artistique. En fait, ce parcours, il a été créé par la nécessité en réalité. Parce que, bon, je suis né aux Antilles, en Martinique, je grandis là-bas jusqu'aux alentours de 12 ans, et ensuite, on part. J'arrive en France, je fais mes études, etc. Et à la fin de tout ce parcours en métropole, on va dire, je décide de revenir chez moi pour reprendre contact avec mes racines. Et au moment où j'arrive, dans les années 70, par là, je découvre un pays, mais qui n'a rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. En fait, je vivais aux Antilles. Vous êtes parti à 12 ans? Oui, à 12 ans. Et qu'est-ce qui n'a rien à voir quand vous rentrez? Eh bien, c'est simplement que ces années que j'avais faites en métropole ont ouvert une forme de regard, une conscientisation sur les choses que je n'avais pas en étant gamin dans l'île. Si bien que lorsque je suis revenu là-bas, je me suis trouvé face à un pays dévasté, dans lequel il y avait strictement, enfin rien, entre guillemets. Il y avait 2 auteurs, Césaire et Glissant, un théâtre, et puis tout était balbutiant. La peinture, les arts plastiques, ça n'existait même pas ce mot d'art plastique. Je me rappelle de la première fois où j'ai prononcé ce mot dans une conversation entre amis, on m'a regardé d'un air un peu bizarre, mais il se trouvait qu'à l'époque, je venais d'exposer au Musée d'Art moderne de Paris lors d'une biennale et j'étais donc dans le milieu des plasticiens. Et en fait, cette ouverture sur tous les arts vient du théâtre. Parce qu'au départ, j'ai fait un long travail de recherche sur le corps, sur le théâtre, sur les expressions, etc. Et ce travail de metteur en scène, en quelque sorte, m'obligeait à avoir un regard sur toutes les formes de discipline. Quand on fait de la mise en scène, il faut aussi bien reconnaître les lumières que savoir disposer les choses. Enfin, il y a toute la musique, les textes, tout le théâtre est un art complet. Et à partir de là, je me suis mis à exercer ce métier, mais sans troupe, sans théâtre. J'ai fait juste simplement une expérience qui a duré 1 année. Et ensuite, je me suis mis à plonger dans l'univers antillais pour essayer de voir ce que je pouvais y apporter, pour essayer d'apporter une brique à l'édifice. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur tout ce qui me semblait nécessaire. La musique, le théâtre, la peinture. Je suis parti dans toutes les directions parce qu'il n'y avait rien et qu'il fallait faire. Vous écriviez déjà à l'époque? À l'époque, j'avais des rêves d'écriture. Mais j'ai finalement réussi à écrire mon premier roman après avoir fait tout un parcours qui me paraissait plus indispensable. Les marionnettes, notamment. Comment est-ce qu'on peut espérer construire une société si on n'éduque pas les enfants? Or, je me suis rendu compte qu'à l'époque, et encore jusqu'à aujourd'hui pour une plus grande part, les enfants des Antilles recevaient des spectacles qui débarquaient de la métropole et qui ne tenaient absolument aucun compte de leurs propres racines. Quand on vous amène les 4 saisons de Vivaldi, vous avez 12 ans, vous habitez dans une commune du Gros-Morne, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Alors, vous dites c'est la métropole, ce sont les valeurs françaises. Mais il fallait aussi les valeurs antillaises. Il fallait que ces gamins puissent se reconnaître. Et à partir de là, j'ai démarré un travail sur le conte, parce que le conte me semblait être un art populaire qui était beaucoup plus adapté à la pédagogie antillaise.
Et ces contes, comme les conteurs disparaissaient, il a fallu faire évoluer ce mode de transmission de valeurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser aux marionnettes, qui n'existaient pas évidemment dans la tradition antillaise. Et je me suis appliqué à créer de toutes pièces une tradition de marionnettes, mais en partant des végétaux du pays. La calebasse, les bambous, les graines, tout ce qui était l'environnement naturel se retrouvait dans ces marionnettes. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire moi-même des contes qui étaient adaptés à ces spectacles et on a commencé à tourner à travers l'île et ensuite la Guadeloupe, la Guyane où j'ai fait des stages. Ce travail a duré quand même pendant 7 ans. Et Ah oui, c'est beaucoup, oui. ouais, on a joué en France, on a joué à Charleville-Mézières, on a fait pratiquement… Donc là, vous avez commencé par écrire du théâtre, en fait, pour enfants ou oui, pour adultes. Enfin, j'ai eu une ou deux pièces pour adultes qui ont été montées à Paris, mais c'est un travail tellement particulier qu'on ne peut pas parler de théâtre simplement sans le détailler. Ce n'est pas du théâtre à l'italienne, hein. C'est un théâtre basé sur une recherche de l'expression, des mouvements. Enfin, ce serait long, mais ça n'est pas un théâtre à l'italienne qui consiste simplement à prendre les acteurs, à leur demander d'apprendre un texte et à les mettre en scène. C'est un travail dans lequel l'acteur et sa propre intuition doivent aussi participer. Alors, bon, je reviendrai plus tard si vous m'interrogez sur le théâtre, mais à partir du moment où j'ai senti que ce travail était accompli et que j'ai pensé d'ailleurs qu'il allait perdurer, parce que je n'ai pas appelé cette troupe la troupe Roland Rival, je l'ai appelée Bois-Bois, pour qu'elle appartienne à la culture, que les gens se l'approprient. Malheureusement, une fois que j'ai arrêté ce travail, il est apparu que petit à petit, ça a replongé de nouveau, ça a continué à disparaître. Aujourd'hui, il y a une seule marionnettiste en Martinique qui s'efforce de faire un travail comme elle peut, mais je veux dire, on est dans un pays qui est voilà, ravagé, dans lequel les choses ne sont pas une situation normale. Il n'y a pas un théâtre pour enfants, chose que j'aurais rêvé de pouvoir faire. Pourquoi vous n'avez pas continué? Pourquoi vous êtes parti pour la littérature, je crois. C'est quoi la force qui, à ce moment-là, vous a enlevé? Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que le temps du travail intérieur pour moi était terminé et qu'il fallait que je passe à un autre étage, c'est-à-dire qu'il fallait à ce moment-là passer par la littérature parce que c'était le mode qui me permettait d'atteindre l'autre. Le travail des marionnettes était pour les Antillais, c'était pour les gens de la Caraïbe, un retour aux racines, une manière de faire avancer la pédagogie, etc. Alors que la littérature me permettait de parler des Antilles au nom des Antilles, mais pour les autres, pour qu'on entende ce que nous avons à dire. Alors à l'époque, moi, il y avait Césaire, il y avait Glissant, c'est quand même très impressionnant. J'ai commencé à prendre des contacts avec l'un, avec l'autre, à expliquer ce que je voulais faire, quelle a été ma démarche. Et bon, on va dire qu'une espèce de miracle a surgi et j'ai pu écrire ce premier roman. Ils vous ont parrainé un peu? Ils vous ont donné des conseils? Parce que c'est quand même des grands auteurs, Aimé Césaire, Édouard Glissant, c'est des à l'époque où je suis allé voir Césaire, à l'époque où je suis allé voir Césaire, j'étais encore dans le monde du théâtre. Et je lui proposais de faire la mise en scène des Nègres de Jean Genet à Fort-de-France. Et il a, très judicieusement, j'ai compris ça beaucoup plus tard, il m'a expliqué que ce n'était pas le moment de produire une pièce comme celle-là, que les gens ne la comprendraient pas, que c'était un peu trop tôt. Donc, j'ai suivi son conseil. Et en ce qui concerne la littérature, c'est Édouard Glissant qui a eu la gentillesse de bien vouloir lire mes premiers manuscrits et qui a semblé y accorder un intérêt. Donc, grâce à lui, mais sans entrer trop dans le détail, je ne suis pas non plus un fan de Glissant, j'aime son travail et je le respecte, mais on ne peut pas dire que l'un ou l'autre m'ait chaperonné par rapport à l'écriture. Ils m'ont simplement dit des choses qui sont aujourd'hui dans mon capital intérieur et dont je me sers. Quand Glissant vous dit il ne faut pas avoir peur de se donner et qu'il passe la main sur le bureau comme ça dans un geste, ça suffit pour expliquer de quoi il s'agit. Et donc, il y a eu donc, ces deux-là, et puis il y a eu aussi André Schwarzbart. Alors ça, c'était une rencontre très particulière. Mes 2 premiers ou 3 premiers romans étaient déjà sortis, mais je m'étiolais en Martinique. Je ne trouvais pas de partenaire avec qui dialoguer. Je suis allé en Guadeloupe voir André Schwarzbart et cet homme est devenu un ami très très cher,
Mais toutes les leçons d'André ont été faites dans le silence. Je m'explique. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, et où j'ai voulu aller les voir, André et Simone Schwarzbart, on m'a expliqué qu'ils avaient un magasin dans lequel ils vendaient des meubles restaurés. Donc je suis allé là-bas, j'arrive, et quand je suis entré dans la pièce, il y avait Simone Schwarzbart derrière un comptoir. Elle me voit arriver. On ne s'était jamais rencontrés, mais on connaissait les visages. Et dès qu'elle m'a vu, elle m'a accueilli et elle m'a dit tout de suite, André, si tu veux le voir, il est là, dans l'arrière-cour. Alors je suis allé dans l'arrière-cour. Et là, je me trouve face à un spectacle absolument extraordinaire. Un petit homme en short, avec des mocassins et des chaussettes, un vieux débardeur sur le dos, en train d'astiquer avec une chamoisine une table qui venait d'être vernie. Et il passait le tampon avec un soin, une méticulosité, une attention extrême. Je suis resté peut-être 10 minutes, un quart d'heure à observer le travail silencieux de cet homme. Et je me suis dit, voilà, l'écriture, c'est ça. C'est ça l'écriture. C'est ce travail d'artisan, soigné, attentif. Bon, bref, une fois qu'il s'est relevé et qu'il m'a vu, il m'a dit, bon, c'est toi donc Roland, etc. On se présente. Il dit, viens, on va aller boire un verre à côté. Il m'emmène dans un petit bar qui avait là juste à côté, un boui-boui, comme on dit dans ces cas-là. On s'assied, on prend 2 bières. Et il me dit, alors, et là, je commence à pleurer. Et les larmes coulent. Et il me regarde, il attend, bon, je me ressaisis, il me prend la main et il me dit, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu partes d'ici, il faut que tu arrives à Paris où là, on pourra s'occuper de ton travail d'écrivain. Voilà. Une fois que j'ai entendu ça, 3 mois plus tard, j'étais là-bas. Et j'étais donc... toi, il y avait déjà 3 premiers livres publiés à ce moment-là? Alors, l'histoire des livres, c'est encore une autre chose, parce que justement, à l'époque de Glissant et Césaire, la littérature était à un niveau qu'on peut imaginer. Ce sont vraiment des auteurs, pas seulement grands, ils sont extrêmement grands et impressionnants. Et naturellement, je me suis embarqué dans leur sillage. J'ai donc écrit un premier roman qui s'appelait Martinique des cendres, mais qui était un roman finalement, je dirais, très littéraire, entre guillemets, dans le sens où je ne tenais pas compte du public qui était autour de moi, dans cette Martinique dans laquelle j'habitais. J'écrivais embarqué dans ma pulsion personnelle. Et quand ce livre est sorti, je me suis retrouvé un jour dans une librairie à Fort-de-France pour la signature. Et donc, je suis là, assis à un bureau, et je vois des gens qui défilent, des professeurs, des gens de l'élite qui viennent chercher un livre, etc. Or, je repère depuis un moment un homme habillé en kaki avec un grand chapeau bacois qui se balade dans la librairie depuis un moment et qui n'achète rien. Et de temps en temps, du coin de l'œil, je l'aperçois. Il a attendu que toute la file des gens soit partie pour venir me voir. Et il me dit, vous savez, Monsieur Brival, j'aime beaucoup votre musique et vos marionnettes. Donc moi, je suis un tel, je suis marin-pêcheur au François. J'ai décidé aujourd'hui de ne pas aller à la pêche parce que j'ai entendu dire que vous signez un livre et je suis venu le chercher. Et là, j'ai regardé cet homme et tout à coup, il y a eu d'abord cette joie. Bien sûr, c'est merveilleux, une chose comme celle-là. Mais dans la seconde d'après, l'imposture. Parce que je me suis dit que j'allais lui vendre un livre qu'il ne comprendrait pas, dans lequel il ne pourrait pas rentrer. Parce que la dimension littéraire du texte demandait un minimum d'expérience pour pouvoir y entrer. Il m'a regardé, il m'a dit, il a lu dans mes pensées à ce moment-là. Et il me dit, vous savez, ne vous inquiétez pas, Monsieur Brival, ça n'est pas pour moi, c'est pour ma petite fille. Elle doit passer son BEPC. Et là, j'ai senti que je m'enfonçais encore plus, parce que ni lui ni la petite fille n'allaient pouvoir lire Martinique des cendres. Ce jour-là, je suis rentré chez moi et je me suis vraiment posé de grandes questions. À quoi ça sert un artiste?
Un écrivain, c'est fait pour quoi? Quel est le sens de notre métier? Et puis ensuite, je me suis installé sur la réflexion de Glissant et Césaire, en me disant, le cahier du retour au pays natal, texte sublime, que tout le monde achète, mais que très peu de gens lisent. Parce que, et notamment aux Antilles, les gens de la Martinique, de la Guadeloupe ne peuvent pas prendre tous le cahier et se plonger là-dedans. Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, vous vous êtes dit qu'il fallait que vous écriviez pour que tout le monde vous lise? Ou c'était encore autre chose? Ce jour-là, je me suis dit que les Antilles, ça n'était pas un pays comme les autres. Et qu'il fallait trouver une démarche qui soit adaptée à ce pays. J'ai commencé par d'ailleurs interroger les gens sur leur propre histoire. Même moi, ma propre histoire, je ne la connaissais pas. Les Caraïbes qui sont arrivés là, l'esclavage, toutes ces histoires, elles n'ont jamais été enseignées dans les lycées, dans les écoles. Donc, on ignorait tout de ça, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous saviez de l'histoire de l'esclavage, par exemple? C'est très intéressant parce qu'on n'a pas du tout. C'est un territoire français. Éventuellement, on y va en vacances, on débarque, et en fait, on ne sait pas, on ne sait rien sur l'identité. Voilà. Alors ça, donc, qu'est-ce que vous savez de cette identité, vous, en tant que Antillais, Martiniquais? Vous savez quoi quand vous êtes petit, et adolescent d'ailleurs? Pas grand-chose. J'ai un âge qui me permet de vous dire que quand j'étais dans les écoles primaires, j'ai appris que mes ancêtres étaient les Gaulois, et je me rappelle d'avoir dessiné le vase de Soissons. Donc, je veux dire, on était dans un délire total, un délire qui nous poursuit encore aujourd'hui, mais on va y revenir. Et là-dessus, je me suis dit qu'il fallait d'abord, avant de penser à créer une littérature aux Antilles, il fallait déjà poser les bases historiques de la situation à partir de laquelle on pourrait décoller. Donc, j'ai décidé de faire une exploration systématique de l'histoire antillaise depuis les origines jusqu'à nos jours. Alors, j'ai commencé, tout simplement, mon second roman, c'était Le sang du Roucou, qui était un roman historique. Merveilleux. C'est un roman merveilleux. Ouais, c'est vraiment la découverte de Christophe Colomb par les Caraïbes. C'est ça. C'est le point de vue des Caraïbes, pas celui, pas celui du colonisateur. Et ensuite, normalement, ceux qui écrivent, on dit toujours, ceux qui écrivent sont les vainqueurs. Donc, les romanciers sont censés rattraper ça. Mais dans vos origines, vous avez du sang indien, du sang noir, du sang blanc. Oui, du sang. Voilà, et dans ce carrefour-là, vous saviez quoi de ce carrefour? Et qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'est recherché tout ça, l'écriture? Bien sûr. Alors, évidemment, après les Caraïbes, il y a eu l'histoire de l'esclavage. Il y a par exemple ce roman, La montagne d'ébène, qui est l'un des seuls romans pratiquement à raconter l'histoire de l'esclavage en Martinique, aux Antilles, de manière globale. Ensuite, il y a eu Le Chevalier de Saint-Georges, parce qu'il fallait comprendre ce qui se passait à la même époque à Paris, au niveau des Noirs. Et des découvertes qui m'ont absolument stupéfié. Parce qu'il y a eu un moment, il y avait tellement de Noirs en France, avant l'abolition de l'esclavage, qu'on placardait des édits sur les portes des églises et des mairies pour dire il y en a trop, il faut qu'ils s'en aillent. L'Europe entière a commencé à se sentir menacée par l'envahissement des Noirs dans les métropoles européennes. Et donc, il y a eu cette expérience, cette rencontre. Et puis aussi, un dernier état de la question, c'était l'Afrique. Alors, l'Afrique, les Antillais disaient nos racines sont africaines. Bien sûr, j'ai des racines africaines. Mais le peuple antillais aujourd'hui s'est constitué de telle sorte qu'il n'est plus un peuple africain. Il est un peuple en soi, qui s'est construit lui-même, qui s'est bâti. Et à partir de là, il était important que les gens puissent savoir à quoi ressemblait l'Afrique, d'où venaient leurs ancêtres. C'était quoi cette Afrique dont on parlait si souvent dans la rue autour de moi, sans information véritable. Donc il a fallu plonger dans ce domaine-là, et ça a donné un roman qui s'appelle Les tambours de Gao, sorti aux éditions Lattès à l'époque, et qui raconte au XVe siècle l'aventure d'un chevalier toulousain qui s'appelait Anselme d'Isalguier. Qui a existé ? Oui, qui a existé, et qui est arrivé en royaume Songhai au XVe siècle,
qui a épousé une princesse Sonrai et qui est rentrée avec elle à Toulouse, en France, si bien que l'une des premières femmes à être arrivée en terre française et en venant d'Afrique n'était pas une esclave, mais c'était une princesse Sonrai qui venait de ce pays-là. Bon, Mais dites-moi, Roland, ce boulot-là, qui est un boulot d'écrivain, mais bien sûr un boulot d'historien, pourquoi avoir choisi le roman? parce que le roman, c'est la dimension la plus haute, me semble-t-il, et c'est aussi le moyen le plus tendre et le plus intime avec lequel on puisse parler avec un lecteur, avec qui que ce soit. On lui dit des choses, on ne cherche pas à le convaincre, on cherche à l'embarquer sur un territoire qu'il ne connaît pas. Et le roman demande du temps de lecture, ce n'est pas un truc 4 phrases sur Twitter. Il faut se donner un peu de temps pour rentrer, pour plonger dans cette mémoire. Et à partir de là, voilà, il n'y a rien de plus haut que cette forme d'art. Je les pratique toutes et j'estime que la littérature est l'art le plus exigeant au monde. Parce que lorsqu'on peint, par exemple, si on ne connaît rien à la peinture, on peut prendre une toile et la badigeonner de rouge, c'est déjà un tableau. En soi, cette couleur parle. Lorsqu'on ne connaît rien à la musique et qu'on arrive devant le clavier d'un piano, si on pose les doigts et qu'on commence à les toucher, les notes qui s'élèvent de là produisent déjà une émotion, même si on ne se... Bof, ça dépend. En tout cas, il existe quelque chose qui est un matériau sonore, en tout cas, qui Certes. appuie sur la touche. En littérature, faire surgir un sourire ou faire surgir des larmes ou serrer le cœur de quelqu'un, l'amener dans un endroit où il sent que les choses sont poignantes, ça, avec des petits bâtons, comme dit Glissant, qu'on trace sur le papier, c'est une autre paire de manches. C'est drôle ce que vous dites, parce que beaucoup de gens pensent l'inverse, étant donné que le langage est quelque chose que l'on pratique. Certains ne font pas bien la différence entre la littérature n'est pas le langage. Et c'est bien ce que racontent ceux qui sont en exil, puisque quand on est en exil, la langue maternelle devient la langue de l'écriture exclusivement. Bien sûr. Mais puis il y a aussi le fabuleux mystère de la parole. Parce que nous venons, les Antilles par exemple, c'est un pays d'oralité. Ça veut dire que c'est sur les mots que sont forgées les convictions des hommes et leur mémoire est entretenue par des récits, par des contes, par des chansons, de la même manière que ça se passe encore un peu en Afrique. Évidemment, le monde moderne a modifié un peu ses paramètres, mais à l'origine, c'est comme ça que ça se passe. Et vous écrivez en créole, ça vous arrive? Quand vous écrivez des chansons, vous écrivez en créole? En créole, oui, je préfère utiliser le créole pour les chansons. Pourquoi? Parce que le créole est une langue directement issue de l'oralité. Je veux dire que la langue créole, elle est faite pour ça. Elle est faite pour être entendue, pour être articulée, pour être dite et être reçue voilà, immédiatement par le cerveau. Alors, ce n'est pas une langue qui a été édifiée pour être traduite en termes littéraires. La littérature demande un certain nombre de paramètres de fiction, d'artifices même parfois, qui ne font pas partie du code du langage oral. Alors là aussi, il y a eu un travail à faire, parce qu'il a fallu, dans une société basée sur l'oralité, installer peu à peu les codes d'un mode littéraire. Alors évidemment, Césaire et Glissant ont été les premiers à le faire, et ils ont fait ça d'une manière magistrale, mais ils étaient un peu, tous les deux un peu malheureux, on va dire, souffrant d'une forme de solitude que j'ai pu distinguer à l'occasion de nos rencontres. Ces gens n'avaient en réalité personne avec qui vraiment parler, qui soit de leur attitude. Ils en avaient très peu, en tout cas, des interlocuteurs. Et au bout d'un moment, on finit par se refermer, par s'isoler, parce qu'on n'arrive pas à ouvrir ses ailes, d'autant que ces hommes-là ont été vraiment combattus avec acharnement à l'époque où leur œuvre a commencé à s'installer. Voilà. Je voudrais revenir à votre parcours, parce qu'il y a énormément de livres qui sont issus de vos origines, de la créolité. Il y a Big in Blues, il y a encore récemment Le Flamboyant chez Mercure de France, Les Fleurs du Flamboyant, c'est ça. Et puis tout d'un coup, il y a un livre japonais. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous écrivez un livre à la place d'un artisan japonais qui fabrique des corsets de façon française.
que s'est-il passé pour passer de nègre de personne, par provocation publiée à la blanche chez Gallimard, quand même, il faut quand même le faire pour un livre pareil. D'ailleurs, est-ce que c'est de la provoque ou est-ce que c'est une façon de dire que quand on écrit, on n'est ni noir, ni blanc, ni jaune, Voilà. ni japonais? On va dire que l'identité, pour moi, on pourrait l'envisager comme une sorte de millefeuille qui correspond à des circonstances. Par exemple, aujourd'hui, je suis écrivain, je parle, je suis dans mon identité d'écrivain. Mais si tout à coup, je me retrouvais face à ma mère, je serais dans mon identité de fils. Face à, etc. À toutes les situations déclenchent en nous des apparitions de codes identitaires. Ces codes sont des programmations qui sont nées au fur et à mesure de l'accumulation de nos expériences dans diverses situations. Mais est-ce que ces codes suffisent à nous définir? Ça, c'est une autre question. Je crois que l'un des grands malheurs de la civilisation, notamment occidentale, est de vouloir réduire l'humain à un concept, ce qui n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas réduire à un concept une chose qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, le débat n'est pas entre les Noirs et les Blancs, parce que, si vous voulez, ces états de choses n'existent pas. Je ne me considère ni comme blanc, ni comme noir, ni comme japonais, ni comme quoi que ce soit. Je me considère comme une source sensible, capable de s'adapter à toutes les identités qui seraient susceptibles de lui être proposées par les circonstances, et je crois que ça, c'est notre nature humaine. L'invention des ordinateurs a permis aux gens de comprendre comment fonctionne le cerveau, même s'ils ne s'en rendent pas compte, mais en fait, ce sont vraiment des données de base qui nous permettent de comprendre la manière dont fonctionne l'ordinateur. Notre cerveau fonctionne à peu près de la même manière. Et enfin, évidemment, l'ordinateur est un peu réduit par rapport à tout ce qu'un cerveau peut produire, mais toujours est-il que le mécanisme est le même. Et que donc, si on prend un ordinateur et qu'on enlève toutes les programmations qui sont là et qu'on se retrouve face à un écran vierge, c'est là que la question se pose. L'écran vierge. L'écrivain, c'est avec ça qu'il compose. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez, et je pense que vous le savez, Frédéric, c'est que si je me rappelle de mon adresse, de l'endroit où j'habite ou de mon nom, c'est que je ne suis pas en train d'écrire, je suis en train de bavarder. Parce qu'en réalité, le travail de l'écriture consiste à éradiquer son identité personnelle, l'effacer pour se retrouver devant un écran vierge. Et à partir de là, laisser venir sur cet écran une programmation qu'on a appelée pour qu'elle s'installe et qu'elle s'empare de vos centres moteurs, de votre sensibilité, de vos regards, de vos yeux, de votre bouche, de tout. Et ça vous Mais néanmoins, quand vous adoptez cette idée de défendre, ou en tout cas de parler du créole, de parler des Antilles, et que vous prêtez, alors cette identité d'écrivain, admettons qu'elle est vierge, vous la prêtez quand même sur beaucoup de livres, et tout d'un coup, vous arrivez avec un livre japonais. Derrière mes questions, il y a une autre idée. En ce moment, il y a une polémique parce que Timothy de Fombelle a écrit Alma, qui est un livre absolument magnifique avec une jeune africaine. Ça raconte l'esclavage, etc. On ne le traduira pas. Il ne sera pas traduit en anglais, soi-disant, parce qu'il n'a pas la légitimité, lui, un blanc, pour porter cette histoire de l'esclavage. Qu'est-ce que vous pensez de ça, par exemple? Je trouve ça absolument stupide. Si nous nous battons, justement, enfin, quand je dis nous, je me situe du point de vue de l'identité noire, entre guillemets, à supposer qu'elle existe. Mais pour moi, elle n'existe pas, mais prenons-la dans un contexte historique. Si nous nous battons pour faire en sorte que nous arrivions à parler à part égale avec ceux qui se déclarent nos ennemis, ce n'est pas pour pratiquer la même politique que eux. Ce n'est pas pour rentrer dans leur système. C'est pour leur proposer un système qui soit plus généreux et qui soit plus ouvert que celui qu'ils proposent. Donc, à partir du moment où j'établis que je ne suis ni noir, ni blanc, ni japonais, mais que je suis surtout un être humain qui essaye de s'emparer de cette machine humaine. Parce qu'au fond, de quoi est-il question aujourd'hui? C'est l'homme qui essaye de s'entendre. C'est l'homme qui essaye de se comprendre. C'est l'homme qui essaye de se retrouver à travers ces différentes couches, ces différentes souches. La race, c'est un concept qui n'a jamais existé, qui n'est arrivé là sur le terrain que parce qu'il fallait établir des concepts pour pouvoir justifier une exploitation économique. Mais au départ,
on disait pas les Noirs, on disait les Fanti, les Sénégalais, etc. Les Japonais, les gens ne se définissaient pas en fonction de la couleur. Même cette histoire de couleur est totalement ridicule. Si vouloir s'identifier à ça, c'est se rétrécir, c'est se couper de tout un champ de notre imaginaire, de nos sensibilités et de notre intelligence de l'humain pour pouvoir s'isoler dans une espèce de petite casemate et regarder l'autre par des meurtrières. Moi, je propose au contraire. Le nom est bon, la meurtrière. Le concept du nom est bon. Mais la légitimité, parce qu'à ce moment-là, la légitimité, on peut la critiquer. Un type qui fait des polars et qui n'a jamais tué personne, alors ce ne serait pas légitime pour le coup. Voilà, absolument. Donc, à partir de là, il faut mettre l'écrivain, il faut lui accorder un statut particulier. Mais je dirais même à l'artiste un statut particulier. Parce que l'artiste n'est pas quelqu'un qui travaille sur le terrain de l'imaginaire du quotidien. Ce n'est pas quelqu'un qui a la vision lambda. C'est toujours quelqu'un qui cherche à s'élever, en tout cas, ou à se déplacer, pour ne pas rentrer dans des systèmes de valeurs, à se déplacer sur un terrain où l'identité n'est pas neutre, mais où elle est vierge et où elle est susceptible constamment de se renouveler. Si vous acceptez d'être noir, eh bien vous serez noir toute votre vie. Si vous acceptez d'être blanc, vous serez blanc toute votre vie. Or, la question n'est pas là. Parce que si vous voulez, en mathématiques, il y a un point zéro pour qu'on comprenne à partir de où s'installe le 1, le 2, le 3, etc. et les chiffres à l'envers. Mais en philosophie, il se trouve qu'il nous manque un point zéro. En tout cas, il n'est pas exploité comme il le devrait. Et ce point zéro, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsque je vis ma part de vivant, qui est en train de faire des projets, de se projeter dans le monde, de combattre et de se dire militant d'une cause quelle qu'elle soit, lorsque je me retrouve au point zéro qui est celui de la rencontre avec la mort, est-ce que tout cela tient? Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui est reçu par la mort? Est-ce que c'est un militant? Est-ce que c'est un nègre? Est-ce que c'est un blanc? Rien. Ce qui est reçu là, c'est cette part vierge que nous avons reçue au départ et que nous rendons. Mais ce qui va rester au fond de nos identités, c'est les traces que nous aurons laissées sur la planète à travers nos différentes activités. Mais il ne faut pas s'identifier à des catégories de ce genre. D'ailleurs, il y a cette phrase de Nabokov qui me poursuit depuis des années et que je ne vais pas manquer de vous citer. Tout ce que je sais de moi, je le tiens de faux documents. Et à partir du moment où je le sais, il s'agit d'aller investiguer pour comprendre pourquoi ces documents sont faux. Bien sûr, je m'appelle Roland Brival, bien sûr, je suis né aux Antilles, ma carte d'identité en témoigne. Mais en réalité, ça n'est qu'une toute petite partie de ce que je suis, de ce que je suis capable d'être en même temps que vous. C'est-à-dire que nous sommes capables de partager des territoires absolument insensés de beauté. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui atteindre ces territoires parce que nous restons cantonnés dans une politique d'isolation et, encore une fois, de concepts qui s'opposent les uns aux autres. Alors, la réalité même de la vie, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que vous avez découvert en écrivant Sato-san, Maître des corsets, et qu'est-ce que vous avez découvert en écrivant Nègre de personne, par exemple? Pour vous donner un exemple concret sur deux livres, dont un, on pourrait dire, est un livre japonais et l'autre est très vraiment l'exploration. Vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est Nègre de personne pour ceux qui… Alors, Nègre de personne, c'est l'histoire de Damas. C'est-à-dire qu'entre les deux guerres, en France, il y a eu l'éclosion de mouvements… Léon Damas. Voilà. Il y a eu l'éclosion donc, en France, entre les deux guerres, d'un mouvement qu'on a appelé la négritude, et qui a été fondé notamment par Césaire, Senghor et Léon Gontran. C'est le troisième, c'est ça. Il y a aussi Guy Tyrolien, enfin il y en a deux ou trois, mais ces trois-là sont les plus importants. Et Damas s'interroge naturellement, comme font ses compatriotes, sur la cause noire et sur la situation dans laquelle il se trouve face au racisme et face à toutes ces choses. Donc, il va partir aux États-Unis, faire un voyage à la rencontre des militants d'un mouvement qu'on appelait la Harlem Renaissance, qui, à l'époque, est en train, notamment à New York, de faire un travail considérable pour l'égalité des droits des communautés noires aux États-Unis. Et il va confronter son discours à ces gens. Ils vont essayer de se comprendre. Et là où Damas est intéressant, c'est que justement, alors qu'il se bat pour la cause noire, mais il garde un pied hors de ce terrain, grâce notamment à la poésie.
grâce à sa faculté de transcender les choses du monde. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand on lui demande quel genre de nègre il doit répondre qu'il est le nègre de personne. Nègre de personne, c'est une phrase, enfin, bon, elle m'est venue sous la plume, je ne prétends pas que Damas ait écrit ça, mais il n'empêche que je suis persuadé, par le contact intime que j'ai eu avec cet homme que j'ai fréquenté pendant des mois, que cette phrase résume parfaitement la dimension dans laquelle il se trouvait par rapport aux deux autres. En même temps, il y a toute l'ambiguïté par rapport à l'esclavage de n'appartenir à personne. Mais bien sûr, mais il faut comprendre aussi que, encore une fois, l'identité naît en fonction des circonstances. Jusqu'à aujourd'hui, les circonstances de combat ont toujours été posées pour ces communautés dans ces termes-là, blanc contre noir. Donc, à partir du moment où cette chose existe, il faut aussi travailler sur ce terrain. Ce que je dis, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer la cause noire et qu'il faut abandonner la lutte, pas du tout. Mais simplement, je suis en train de dire que ça n'est qu'une marche de l'escalier. Le problème n'est pas d'arriver à se libérer en tant que noir ou à devenir plus généreux en tant que blanc. Le problème consiste des deux côtés et de tous les côtés de toute façon à retrouver en nous ce qui fait l'unité de l'humain et retrouver l'altitude qui nous permet de nous regarder en tant qu'humains et non en tant que représentants de soi-disant races qui sont des concepts totalement illusoires et qui ont déclenché tellement de souffrances que c'est pathétique de voir que des gens souffrent pour des raisons qui en fait n'existent pas, tout simplement. Je veux dire, il y a des choses communes pour vous entre les deux livres, par exemple, entre Sato-san et comment vous résumeriez Sato-san? Oui, parce que pourquoi j'ai été obligé d'écrire Sato-san? C'est parce que bien dans toute cette controverse autour du racisme et autour de cette problématique, il y a un mot qui n'a jamais été prononcé par aucun de ces hommes et qui me paraît pourtant indispensable et qui me paraît être peut-être l'apport que la modernité peut amener aujourd'hui dans cette réflexion, c'est le mot spirituel. Et alors, je vais tout de suite corriger l'impact de ce mot pour dire que je ne suis pas en train d'entrer dans un système de religion, de quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de parler de Dieu ou de whatever. Il s'agit de comprendre que le terrain sur lequel nous nous battons n'est pas suffisant pour englober nos identités humaines. Nous sommes plus vastes que ces débats et il s'agit d'essayer d'arriver là. Seulement, comme ces mots n'ont pas été prononcés, dans la cause noire et dans la lutte noire, on ne trouve nulle part de référence à ce type d'observation et à ce type de réflexion. On trouve des références à un combat qui est mené d'une manière brillantissime par des intellectuels de très haut niveau, mais qui ne reste finalement réduit qu'à ce terrain-là. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de considérer le monde à partir de son seul point de vue. Même la technologie nous amène à comprendre que nous sommes responsables de la planète entière, que nous sommes les hommes de diverses situations, de diverses cultures, et que notamment les civilisations orientales, par exemple le Japon, ont travaillé longtemps sur cette problématique. Et ils ont trouvé des univers et des choses que nous n'avons même pas regardées, que nous n'avons même pas effleurées. Or, il s'agit aussi d'aller chercher à l'extérieur de ce que nous sommes des paramètres pour nous revitaliser, pour nous redonner vie. Ce que j'ai découvert, par exemple, enfin encore que je les connaissais un peu tout de même avant, je ne me suis pas jeté sur la culture japonaise juste d'une manière spontanée. C'est une réflexion que je mène depuis longtemps sur toutes les sources spirituelles finalement de toutes les cultures du monde, pour me rendre compte que toutes les cultures, à un moment ou à un autre, ont besoin de transcendance, ont besoin d'échapper au véhicule du corps et de la définition de ce que nous sommes. S'échapper d'un corset, c'est pas facile, hein, parce que on parle là d'un livre quand même, Sato-san, Maître des corsets, qui est paru chez Gallimard, chez Mercure de France, pardon, où le japonais, à la suite de sa mère, prend la suite pour fabriquer des corsets. Donc c'est intéressant là, la métaphore du corset. Bien sûr, mais il va aussi plus loin. Il va inventer une danse, un certain nombre de mouvements qui doivent être
une danse qui doit être exécutée avec ses corsets. Alors, quand je dis échapper du corps, c'est échapper aux habitudes du corps. Parce que nous sommes là, en fait, nous pratiquons ce corps d'une manière, comment dire, habituelle. Nous sommes dans des habitudes. Nous avons oublié que nous ne savons pas. Nous croyons savoir. Mais ce qui nous unit d'abord, c'est l'ignorance à propos de ce que nous sommes. Prenez l'exemple de la parole. Je suis en train de mastiquer en ce moment une colonne d'air à travers mes cordes vocales qui passe dans ma bouche, que ma langue articule, qui sort ensuite et qui vous atteint l'oreille à la vitesse du son, et le cerveau interprète instantanément ces formes sonores abstraites qu'il reçoit. C'est quand même assez incroyable et ça demande suffisamment, ça demande qu'on s'arrête 2 minutes ou peut-être 1 minute par jour pour considérer ce dans quoi nous sommes. Ça, dit comme ça donne envie de repartir écrire. Hein. Voilà. Il se trouve que c'est ça qui m'alimente. C'est-à-dire que c'est l'humain auquel je suis touché, c'est l'humain auquel je suis codé. Et donc à partir de là, en n'ayant pas les brides et les limites, je ne me dis pas je suis martiniquais donc je n'ai pas le droit de dire ça ou de dessus. Je ne suis pas martiniquais, je ne suis pas français, je ne suis dans ces identités qu'à un stade du millefeuille, à une marche, à un endroit, quelque part, je suis cela. Mais toutes les marches qui restent, il faut aussi que je les monte et que je les redescende. Et pour ça, je dois le faire avant le rendez-vous du point zéro, le plus possible. Me rapprocher le plus possible de cette prise de conscience ultime qui va consister à comprendre que j'ai agi à travers ce corps et que maintenant je l'abandonne pour autre chose. Je ne sais pas quoi, mais on s'en fiche. Le problème n'est pas de savoir ce qu'il y a au-delà de la mort, c'est de comprendre la fragilité de ce système dans lequel nous habitons. Le miracle de pouvoir simplement... Les Japonais, par exemple, ils sont fabuleux. Il y a cette expérience incroyable d'un maître japonais à qui on demande quel est le secret ultime du zen. Et alors cet homme pose sa main à plat sur une table et il ne soulève pas son petit doigt. Il demande à son petit doigt de se soulever. Et au moment où ce geste se produit, le serviteur qui observait la scène, dans une des histoires, bien sûr, du zen, tout à coup a l'illumination. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que ce doigt est en train de monter. Il ne comprend pas que Roland Brival est en train de monter son doigt et de sa main. Non, il comprend que quelque chose se passe qui n'est pas définissable, qui n'est pas captable, qui n'est pas... on ne peut pas en discuter. On peut juste être stupéfait et en état d'émerveillement, en état d'enchantement. Alors, la littérature... Alors, je vais rebondir sur l'état d'enchantement parce que voilà. Nathalie a réapparu pour nous dire que c'était un peu l'heure. Et je voudrais dire que c'est exactement cet état-là qu'on adopte quand on lit les romans de Roland, parce qu'il y a de la poésie, il y a une vraie histoire, il y a des personnages, et puis il y a des choses qui sont de cet ordre de l'imaginaire qui, moi, me font penser, quand on lit un de vos romans, à ces moments où on retourne au cinéma, où on a oublié, parce qu'on a vu des histoires très réelles au cinéma, très, très documentaires. C'est bien, mais tout d'un coup, on retourne au cinéma, quelqu'un vous fait rêver et vous vous dites « Ah oui, c'était ça le cinéma aussi ». Voilà. Et donc, moi, j'ai ressenti ça dans vos romans, c'est-à-dire c'est monter, c'est ce que Hubert Nissen appelait monter dans la nacelle et hop, on s'envole. Il parlait de ça, avec un conteur, on fait ça, avec Paul Auster, on fait ça. Voilà, c'est le charme des auteurs qui vous transportent quelque part, mais qui en même temps, derrière ça, vous embarque dans la nacelle, mais ce n'est pas seulement pour vous embarquer dans la nacelle, c'est aussi parce que d'en haut, on voit vachement bien la terre et autrement. Voilà, absolument. C'est ça l'idée. Fabuleux, vraiment, on ne pourrait pas mieux résumer le propos. Voilà, on s'élève et on regarde la terre. Alors Nathalie. Alors, il y a 2 questions de Florence. La première, quel voyage suppose de passer de l'intimité à l'universalité de Quel voyage? C'est un voyage intérieur, c'est déjà ça qu'on peut dire, mais ça suppose simplement une faculté d'effacement. Il faut être capable de s'effacer de soi-même, d'abandonner le masque, d'abandonner tout ce à quoi on croit, d'abandonner l'idée qu'on est projeté dans un avenir, dans un passé ou dans quoi que ce soit d'autre,
pour simplement se retrouver en face de soi en tant que plaque sensible du monde. Plaque sensible parce qu'elle va recevoir l'écho du monde et qu'elle va aussi le restituer. Mais ce voyage-là, bon, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est un voyage qui se fait de soi à soi et qu'il faut apprendre à pratiquer suivant une manière personnelle. Parce qu'en réalité, on parle de chemin, le zen, tout ce qu'on veut, mais il y a autant de chemins spirituels qu'il y a d'êtres humains sur la Terre aujourd'hui. Nous sommes tous différents et nos cerveaux savent tous, pour chacun d'entre nous, ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Et nous voyageons dans cet heureux navire, comme disent les soufis, avec une forme souvent d'endormissement. Nous dormons, nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe. Nous sommes en plein sommeil pendant que nous parlons là. Mais si tout à coup nous nous réveillons et que nous ouvrons les yeux sur ce qui se passe dans le monde, nous pourrions être par exemple tout à fait terrifiés par l'état actuel du monde, par le fait que des guerres sont encore en train de se produire et que même dans un état pandémique, il se trouve encore des nations capables de s'affronter à coups de Kalachnikov sur un terrain de guerre. Je veux dire, comment a-t-on pu s'habituer à ça? On s'est habitué à ces choses-là parce qu'on s'est habitué au profond sommeil dans lequel la vie nous a jetés. Et il s'agit maintenant de se réveiller de ce sommeil, non pas pour aller combattre l'autre. La question n'est pas là. Une fois que nous aurons tous ouvert les yeux, nous n'aurons pas à nous combattre, mais à nous rassembler. Donc, à partir de là, prenons les choses sur cette hauteur. Sachons qui nous sommes, très bien. Il y a une couche, je suis noir, très bien. Il y a une couche, je suis blanc, très bien. Il y a une couche, je suis japonais, très bien. Ce qui compte, c'est qu'au bout du parcours, on se découvre appartenant à quelque chose qui n'a rien à voir ni avec le concept de race, ni même avec l'espèce. On se retrouve en face de cette chose innommable et innommée qui est l'humain. Voilà. Et si vous partez d'un point où vous avez votre nom, votre adresse, vos parents, votre famille, et que vous arrivez à un autre point dans ce voyage où tout à coup vous n'avez plus rien, là vous commencez à ressentir ce que c'est qu'être vivant et ce que c'est que de pouvoir utiliser et jouir de ces facultés humaines comme un musicien qui connaît les notes et qui sait exactement ce qu'il peut produire avec son instrument. Ce qui est loin d'être le cas de la plupart d'entre nous, comme vous pouvez le voir. Alors, la deuxième question de Florence. Comment s'allie aujourd'hui la musique, les arts plastiques et la littérature pour l'artiste que vous êtes? Ce sont des arts qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, mais simplement sur le plan technique. La peinture, la littérature, la musique, etc. Bon, ils ont tous leur rapport. La musique, c'est la musique. Bon. Mais ce qui les unit, c'est l'attitude de départ. Cette capacité d'enchantement sur laquelle Frédéric s'est arrêté tout à l'heure. Si un artiste n'est pas capable de pénétrer dans ce monde de l'émerveillement de l'enfance, c'est pour ça qu'on vous dit, garde ton côté enfant, c'est important quand tu es un artiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire garder cette capacité d'ouverture, ne pas s'habituer, ne s'habituer à rien. Un enfant qui regarde un tabouret pour la première fois va passer devant et tourner autour pendant au moins un bon quart d'heure. Vous vous asseyez dessus, vous avez oublié que c'était un tabouret. Mais de temps en temps, une journée par an, par exemple, accordons-nous une journée d'enchantement. On se réveille le matin et on oublie tout ce qu'on croit connaître de soi-même et on se balade dans son univers et on redécouvre et on s'étonne. Rien que ça, c'est de l'hygiène mentale. Le cerveau en a besoin. Il en a tellement besoin que la nuit, il se débrouille pendant vos rêves pour vous embarquer dans tout ça et vous emmener dans un territoire où vous n'êtes plus ce que vous prétendez être dans la journée. Est-ce que c'est pas pour ça que pendant ce qu'on a vécu là, qui était finalement au départ quelque chose de négatif, tant de personnes y ont trouvé quelque chose qui était reposant? Mais bien sûr. De s'arrêter tout d'un coup. Tout à fait. Alors ça, c'était absolument extraordinaire. Cet arrêt net et d'écouter les réactions des gens sur les réseaux, etc. Et qui découvrent enfin que la vie n'est pas faite pour simplement qu'on se lève le matin, qu'on aille bosser, qu'on rentre le soir, qu'on s'occupe des enfants et que ça recommence tous les jours jusqu'à ce qu'on ait l'âge de quitter la Terre.
En Il y même a temps, si tu ne t'occupes pas des enfants, c'est un problème. Hein. On est quand même obligé de s'occuper des enfants. Enfin, je veux dire, je ne voudrais pas jouer ma c'est bien mère, mais bon. vérité. C'est bien vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que par là, c'est qu'il ne suffit pas de faire que ça. Il faut un espace. Alors, le drame avec la société contemporaine, D'ailleurs, c'était une réflexion aussi, hein, oui, oui, bien l'histoire de sûr, s'occuper des enfants, parce qu'ils étaient tout le temps là. Et du coup, ça a changé la façon dont les parents, tout d'un coup, se sont retrouvés en permanence avec leurs enfants, c'est vrai, avec des histoires parfois tragiques ou difficiles, mais parfois avec des très belles histoires aussi. absolument. Mais d'ailleurs, éduquer un enfant, c'est commencer c'est nous qui devenons les élèves. Si nous savons regarder les choses, lorsqu'on éduque un enfant, bien souvent, enfin, la relation n'est pas du professeur à l'élève, parce que l'élève a des réactions qui tout à coup ramènent chez celui qui croit enseigner des questions et des émerveillements auxquels il n'a plus l'habitude d'être confronté. Donc, le monde de l'enfance a ça au moins qui continue à nous émerveiller. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui viennent naturellement compliquer le propos. Si on devrait parler de l'ego, on devrait parler de l'éducation, il y aurait plein de choses. Par exemple, si on prend simplement le côté de la cause noire, comment se fait-il qu'en France, dans le système pédagogique, système scolaire, l'histoire coloniale et l'histoire de l'esclavage ne soient pas enseignées aux élèves? Ça me, je suis scotché. Je regarde ce truc, je me dis, mais on est en train de fabriquer des schizophrènes. On est en train de fabriquer des gens qui ignorent tout de ce qui s'est passé pour constituer la société dans laquelle ils habitent. Et après, on s'étonne que le racisme continue. Mais bien sûr qu'il continue. Le problème n'a absolument été évacué en aucun sens. Je vous prenais un exemple tout bête, parce qu'il y a aussi un grand nom qu'il faut citer dans ce travail, dans cette conversation. C'est une banque, par exemple, la succursale de la banque au bas de chez vous vient d'être attaquée. Bon, très bien. Il y a 10 personnes dans la banque. Dans la minute qui suit, il y a un groupe de psychologues qui arrivent, ils sont au moins 10, qui reçoivent un par un les gens pour leur dire vous avez été traumatisés, voilà, c'est ce qu'il faut. Lorsque l'abolition de l'esclavage a été faite, qui s'est occupé de l'état psychologique des Noirs ou même des Blancs? Personne. Il y a eu des livres, bien sûr. Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Ce qui se passe, l'état traumatique qu'on a enfin, voilà, avec les attentats et tout ça, ça n'existait pas. Tout à fait. Sauf que le problème ne s'est pas résolu et qu'il a continué à grandir. Et que le seul intellectuel qui un jour se soit levé pour considérer ces choses sous l'angle de la psychologie, c'est Frantz Fanon. Et Frantz Fanon a écrit notamment un livre qui s'appelle Peau noire et masque blanc, qui est une véritable Bible dans laquelle on comprend la construction déséquilibrée et pathogène de l'identité des peuples néocolonisés. Et il expliquait qu'il fallait faire un travail pour pouvoir restituer l'identité, aller chercher dans la source pour restituer une dignité, ce n'est pas simplement la dignité, mais la vérité sur l'identité profonde de tous ces gens qui avaient été traumatisés par une expérience qui a duré des siècles. Dans la mesure où ça n'a pas été fait, donc on se retrouve avec tous ces matériaux qui sont là, comme des charbons incandescents, dans nos constitutions, dans nos ADN, des problèmes non résolus sur lesquels on ne parle pas. Et évidemment, il y a des révoltes, il y a des tensions, et tout ça est complètement normal. Parce que si on ne laissait pas s'échapper ces tensions, la cocotte minute exploserait. Et il me semble d'ailleurs qu'elle finira sans doute par exploser si on ne se décide pas de toute urgence, avec la même urgence sur laquelle on prétend s'attaquer au problème de l'écologie, il faut s'attaquer de toute urgence aux problèmes des peuples, de leurs identités. Et pour ce qui concerne la question coloniale, il y a un travail absolument terrible à faire pour pouvoir réparer tous les dégâts qui ont été causés de part et d'autre. Parce que il n'y a pas que l'esclave qui a été humilié et dégradé dans cette relation. Le maître aussi s'humilie et se dégrade sans s'en rendre compte. Mais ce qu'il devient, il quitte la sphère du mode humain pour devenir une machine au service d'un système économique. Donc, les deux ont été détournés de leur rouage normaux, ordinaires, et c'est ce dialogue-là qu'il s'agit d'entreprendre aujourd'hui. Donc, à partir de là, laissons chacun
disposer de l'envie qu'il a de parcourir le territoire. Si un auteur blanc, occidental, est-ce que Laurent Godet est légitime pour parler du roi de Sangor? Mais bien sûr, d'abord parce que c'est un auteur magnifique, et puis parce que nous avons le droit de puiser dans le capital de l'humanité ce qui nous appartient pour essayer de résoudre les questions. D'autant que les gens qui s'émissent dans ce genre de problématiques dont on estime qu'ils ne sont pas légitimes sont souvent des gens qui veulent bien faire, qui cherchent à comprendre et qui, pour comprendre, ont besoin de s'investir dans l'identité même des personnages. Et ça, c'est le travail de l'écrivain et il faut laisser les écrivains travailler. C'est ça. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'extraterrestres qui pourraient débarquer pour dire qu'on n'était absolument pas légitime pour parler de tous ces hommes verts depuis le temps qu'on fait de la science-fiction et qu'eux, ils vont nous en parler puisque ça fait quand même un moment qu'on parle d'eux sans savoir. Merci pour l'humour parce que vraiment, c'est la touche finale et il faut vraiment qu'elle soit là. Un gros éclat de rire. Vraiment, vraiment, merci mille fois, Roland, de nous avoir accordé ce temps, cette parole lumineuse sur l'écriture, la création, l'inspiration. Et je vais laisser la parole à Nathalie, puisque c'est elle qui va nous annoncer ce qui nous attend demain. Alors demain, oui, on sera là à 19h, une soirée spéciale maison d'édition où nous avons la chance de recevoir Anne-Marie Métellier pour les éditions Métellier. Donc on fera un balai. C'est la première fois que nous avons une éditrice qui va nous parler de sa maison, donc je pense que ça va être passionnant. Et c'est moi qui aurai la lourde tâche de l'interroger là-dessus, sur son parcours, sur sa maison, sur ses auteurs, comment elle les choisit. Je pense que ça va être une belle soirée. En tout cas, j'engage nos amis lecteurs à lire les romans de Roland Brival. Moi, je vous ai lu grâce à Frédéric. C'est Frédéric qui m'a dit il faut que tu lises Roland Brival. Donc moi j'ai lu le roman japonais que j'ai trouvé très intéressant. Je n'ai pas lu les autres, donc je vais peut-être aller voir tout ça. Donc tout ça vous les trouverez en librairie ou sur le site Un endroit où aller. Vous avez un raccourci, c'est pareil, vous pouvez acheter tout ça. Donc en tout cas merci Roland d'avoir été avec nous ce soir, c'était vraiment passionnant. Merci pour votre humanité, c'était passionnant, il y avait de l'émotion. Merci Frédéric d'avoir si bien animé cette 80e rencontre. C'était bien que tu sois là pour la 80e. Donc je te remercie d'avoir fait le boulot. Alors, si j'y arrive, je vais vous faire quand même écouter ce que fait Roland. Il faut que j'arrive à faire la petite manip. Je vous mets ça tout de suite. Les mots qui dansent au bord de la frontière. Les mots qui charrient dans nos veines le pollen des rivières. Les mots cassés, les mots fragiles, les mots qui nous révèlent à nos propres mystères, les mots de nos ivresses, de nos visières, les mots de nos paradis ou de nos enfers. Les mots qui nous enchaînent ou qui nous emmènent libres au fil de l'eau. Qui nous consolent ou qui nous damnent quand ils nous font défaut. Les mots qui nous désarment ou qui font de nous des rois fous des nigauds. Les mots qu'il faudrait pour mais que je n'ose pas te dire, alors j'y vais mollo. Les mots se comportent comme l'escargot, sa coquille sur le dos. Les mots qui nous trahissent, nous égarent et nous mènent en bateau. Je coupe très... Voilà, merci encore Roland. Merci Frédéric. À bientôt. Au revoir, à demain. Au revoir, bonne soirée.